À la fin du siècle dernier, un problème aurait pu causer un incident majeur et des coûts financiers monstrueux. Vous en avez tous déjà entendu parler une fois. C'est le fameux bug de l'an 2000. Un bug dont on disait qu'il ferait planter tous les systèmes informatiques du monde et nous ferait tous revenir en 1900. J'en sais quelque chose, je suis moi-même né le 1er janvier 2000 et la France considère aujourd'hui que j'ai 125 ans. J'ai droit à la carte Navigo Senior. Non, c'est pas vrai. Mais techniquement, cette situation aurait pu arriver. Si des milliers de programmeurs n'avaient pas travaillé d'arrache-pied à une solution, et si on n'avait pas mis près de 300 milliards de dollars sur ce problème. Du coup, quel était le problème? Et que s'est-il réellement passé durant cet événement? C'est le sujet de cette vidéo. C'est quoi le problème? C'est fort. Si on devait résumer le souci en une phrase, ce serait un problème de taille sur l'année. À l'époque de l'émergence de l'informatique, beaucoup d'entreprises et de systèmes informatiques ont décidé d'octroyer seulement 2 caractères pour l'année. En fait, les 2 derniers chiffres. Donc pour définir le 14 décembre 1975, on écrivait 14-12-75. Autrement dit, la date a été pensée pour dater des éléments du XXe siècle, donc entre l'année 1900 et 1999. Donc si on change de siècle, fatalement on reviendra à l'année 1900 sur tous ces systèmes. Cela vient de plusieurs causes. Déjà le coût du hardware. À l'époque, on achetait de la mémoire en octets, et acheter de l'octet sur un système, c'était cher. On stockait dans l'ancien temps les données sur des cartes perforées. C'était des cartes de papier ou une autre matière, en tout cas c'était épais, et à des positions préétablies, on stockait la valeur des bits. 1 pour un trou, et 0 pour l'absence de trou. Et on pouvait lire ou écrire sur ces cartes assez rapidement pour l'époque. La taille de la carte limitait le nombre de trous sur la carte, et donc le nombre de données stockables. Et si on rajoute le prix du papier ou de la matière sur laquelle est faite la carte, stocker de la mémoire ça devient très cher. Si de nos jours il est facile de se procurer un disque dur de 4 Teraoctets pour 130 balles, force est de constater qu'à l'époque, le prix d'un périphérique de stockage, ça pouvait aller de 10 même jusqu'à 100 $ le kilo-octet en 75. En conséquence pour une date, mettre l'année sur 2 caractères au lieu de 4, ça permet des économies de coûts vitales. Une autre cause du bug de l'an 2000, c'était un manque d'état d'esprit des programmeurs de l'époque. Le bug de l'an 2000 n'est pas un bug, mais un problème de conception en fait. Il n'y a pas vraiment de stratégie pour rendre le code résistant à l'évolution. J'entends par là concevoir des systèmes informatiques qui perdureront même après des siècles. À l'époque, la plupart des gens ne pensaient pas que des systèmes du XXe siècle seraient encore en état de marche au XXIe siècle. C'est trop loin dans le futur. Chez Salle 212, nous sommes restés sur ce principe. C'est pourquoi toutes nos applications ne sont pas prévues pour fonctionner sur le long terme. C'est aussi pour ça qu'on a une liste de sujets qu'on doit faire dans les prochaines vidéos, et ces vidéos n'arriveront probablement jamais, si on continue comme ça. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Pas d'inquiétude, nous rentrerons dans le détail dans de futures vidéos. Je reviendrai plus en détail sur ce que j'ai dit dans de futures vidéos. J'entrerai dans les détails plus tard. C'est qu'une introduction. Mais nous entrerons dans le détail de ces fonctions dans une autre vidéo. Ce sera simplement dans de prochaines vidéos. On va pas rentrer dans les détails, on verra ça une autre fois. Pareil, ça sera dans une prochaine vidéo. Mais je ne vais pas entrer dans les détails, j'en parlerai sûrement une prochaine fois. Et comme j'ai dit, et je le redis, je parlerai de cette manière de brider dans une autre vidéo. Ce qui ajoute encore plus de problème au problème, c'est que les dates n'étaient pas normalisées. Dans le code, on pouvait créer les dates de plein de manières différentes, et c'était ensuite à la discrétion du programmeur de gérer ça. Par exemple, la date pouvait s'écrire mois, jour, année, et ensuite dans la suite du code, on pouvait avoir année, mois, jour. Et dans les deux cas, c'est 8 caractères, mais il faut les interpréter de façon différente. À la même période, d'autres problèmes pouvaient aussi potentiellement impacter les systèmes informatiques. Notamment le fait que l'an 2000 est une année bissextile, mais pas comme les autres. Normalement, une année bissextile... Oh non, pas des maths. T'inquiète, on va juste parler de multiples. Oh mon dieu. Une année est bissextile si l'année est un multiple de 4. Donc par exemple, 2024 est bissextile, 2028 aussi, 2032, etc. Mais elle ne l'est pas si elle est un multiple de 100. Donc l'an 2100 par exemple n'est pas bissextile, car même si c'est un multiple de 4, c'est aussi un multiple de 100. C'est une exception. La plupart des machines de l'époque calculaient les années bissextiles de cette façon. Mais il y a une exception à l'exception. Si l'année est un multiple de 4 et un multiple de 100, mais qu'elle est aussi un multiple de 400, et là, l'année est bissextile. Donc l'an 2000 est bissextile. Or, les ordinateurs de l'époque, où chaque octet valait son pesant d'or, avaient tendance à implémenter les règles de gestion les plus nécessaires. Et au fond, qu'est-ce qu'on s'en fiche en 1970 que l'année 2000 a une exception particulière, c'est dans 30 ans, on sera tous à la retraite. Donc, beaucoup de machines pouvaient potentiellement interpréter l'an 2000 comme une année non bissextile, et du coup, ne pas rajouter un jour en plus. Et ça peut dérayer le calendrier par exemple, ou détruire des banques. Autre problème, la date 9-9-99 était la valeur par défaut
pour dire qu'il n'y avait pas de date sur certains systèmes. Par conséquent, il fallait prendre en compte ce cas et le corriger parce qu'on s'approchait à grands pas de cette date. On peut aussi penser au cas des GPS. Les dates des GPS sont de la forme nombre de semaines depuis le 6 janvier 1980, suivi du numéro du jour de la semaine. Pourquoi on compte les semaines depuis 1980 ? Dans le monde des GPS, le 6 janvier 1980 est considéré comme le premier jour de l'ère GPS. Pas l'air qu'on respire. Je vais laisser son. Le problème ici, c'est que le nombre de semaines était stocké à l'époque sur 10 bits. Et donc au bout de 1024 semaines, le nombre dépasse 10 bits. Et on repasse à 0. 1024 semaines après le 6 janvier 1980, c'était le 21 août 1999. Et ce jour-là, la date a reset à l'année 1980. Aujourd'hui, le nombre de semaines est stocké sur 13 bits. Donc on est tranquille pour 8192 semaines, soit 157 ans. Quand ce sera 2100... très loin, on sera très loin. On sera plus là. Tu seras là toi ? Non. Moi je serai là. Le problème des dates est un problème connu depuis l'année 1958. C'est Robert Bemer qui souleva ce problème et tenta de sensibiliser les programmeurs, le gouvernement fédéral des États-Unis, l'ISO et tout ce que vous voulez en réalité, pendant 20 ans, mais en vain. Comme Robert Bemer travaillait sur un logiciel de généalogie, il fut confronté très vite au problème de date car il y avait des dates qui n'appartenaient pas aux années 1900. Ou encore, on peut citer l'ancien ingénieur de chez IBM, Peter de Jager, qui en 1995, comme Robert Bemer, en somme, essaya de sensibiliser les gens au passage à l'an 2000. Il avait d'ailleurs créé un site à l'occasion pour suivre l'avancée du passage à l'an 2000. Cela dit, ce site est toujours consultable de nos jours, mais il n'est plus à lui. Ce problème fut aussi abordé par les magazines de l'époque dès les années 1970, mais c'est véritablement vers les années 90 que les programmeurs ont réellement considéré cela comme étant un vrai problème qu'il fallait résoudre. Sincèrement, mettez-vous à la place d'un programmeur des années 90 qui devait parcourir ligne par ligne chaque ligne de code pour trouver une date et corriger le problème dans du vieux code datant de plus de 20 ans, écrit en COBOL. Quel désastre! J'ai l'impression que tu portes pas vraiment COBOL dans ton cœur. Non, franchement, si tu voyais le langage COBOL, c'est un langage qui se rapproche du langage assembleur. Et quand tu lis du code COBOL, déjà tu pleures, mais surtout il y a plein de allers-retours partout dans le code, avec les gouttes, les perfs, bref. C'est une catastrophe, c'est terrible, le sida. Ok, j'ai rien compris et je veux pas comprendre. Et un programmeur des années 90 qui lit du code COBOL n'y comprenait rien non plus. Et pour être honnête, je pense qu'il avait d'autres choses à foutre que de regarder du code COBOL et de corriger les dates. Même IBM, qui fut l'un des leaders mondiaux du marché de l'informatique dans les années 1900, a reconnu le problème du bug de l'an 2000 en 1998, soit 2 ans avant la date butoir. Globalement, le problème était bien connu, mais la flamme était présente. Bon, maintenant qu'on sait que le problème était connu depuis Mathusalem, qu'est-ce qui a été fait véritablement ? Côté américain, c'est simple. Quand on a un problème, on met du pognon. Pourquoi je dis ça ? Le gouvernement américain avait fait appel en 1995 à un cabinet de conseil Gartner afin d'estimer le coût total de la correction de ce bug. Et ce cabinet a eu le raisonnement suivant. Combien il y a de lignes de code dans le monde ? À peu près entre 300 et 600 milliards. Donc, le coût de réparation s'estimerait à 300 à 600 milliards de dollars. Sachant qu'une ligne de code vaut donc $1. Il a été estimé en 1998 que ce coût serait réparti de manière plus ou moins égale en Amérique, Asie et Europe. Plus une partie du monde a développé de l'infrastructure informatique, plus elle devra dépenser pour corriger le bug. En France, Lionel Jospin a mis en place début 1999 le plan Passage en 2000 qui consistait à mettre 120 milliards de francs sur la table afin d'aider tous les systèmes informatiques français à corriger ce bug. C'est pas grand chose, 120 milliards. En fait, si on devait réévaluer ça à notre époque, ça ferait à peu près 20 milliards d'euros. Bon, concrètement, comment ça a été résolu dans le monde ? Il y avait 2 méthodes, la conversion et la migration. Si les entreprises en avaient la capacité, elles mettaient à jour leurs logiciels ou leurs infrastructures physiques afin de corriger le souci. En somme, elles font ce qu'on appelle de la migration. Sinon, elles faisaient appel à des entreprises externes spécialisées en informatique afin de les aider à corriger le bug de l'an 2000. Les gouvernements comme la France n'hésitaient pas à aider ces entreprises-là pour qu'elles puissent
fixer le bug. Un article de 01.net paru en 1999 parle des usines en 2000 qui étaient un marché temporaire de l'emploi de l'informatique dans le monde. Ces entreprises ont pendant des mois engagé des centaines et des centaines de programmeurs dans le but de peigner des millions de lignes de code, souvent datant de plusieurs décennies, afin de traquer le moins d'instructions contenant des dates à corriger. C'est la solution de type conversion. Il s'agissait d'engager de la main-d'œuvre peu coûteuse pour corriger le bug. Cela a conduit à la création de portes dérobées pour certains de ces logiciels. En gros, un moyen pour une personne malveillante d'utiliser ces logiciels pour ses sombres desseins, parce que des programmeurs ont sciemment créé des failles afin de les exploiter. Ce type de travail fut une opération complexe et coûteuse, d'où l'idée à ce moment-là de se simplifier la tâche en utilisant diverses méthodes comme celle du fenêtrage. À ne pas confondre avec les méthodes du défenestrage qui ne résout pas vraiment le même problème. Cette technique ne corrigeait pas vraiment le problème, mais le reportait à plus tard. Au lieu de corriger de façon pure le problème en fixant l'année sur 4 caractères, on l'a laissé sur 2 caractères, mais on traitait les dates 2000 à 2020 comme les dates 0 à 20, ce qui permet d'éviter au système de revenir à l'an 1900 lors du passage à l'an 2000. Mais évidemment, ça ne faisait que reporter le problème en 2020. C'était pas très propre, mais il est estimé que 80% des programmes de l'époque ont été revus via cette méthode. Il existe aussi d'autres méthodes pour corriger ce problème de date. On pouvait par exemple convertir l'année sur 3 chiffres et la partie jour-mois sur 3 autres chiffres. La deuxième partie correspondait au numéro du jour dans l'année, la date ordinale. Donc par exemple, la date 1996-07-15 deviendrait 996-196, car le 15 juillet est le 196e jour de l'année. Par ailleurs, les magazines et les entreprises proposaient des moyens pour vérifier et corriger le bug de l'an 2000. Par exemple, l'article de l'Express datant de 1996 proposait de lancer une ligne de commande sur le terminal afin de savoir si l'ordinateur allait bugger au moment du passage à l'an 2000. Le test consistait à mettre votre date au 31 décembre 1989 à 23h59 et 0 secondes afin de voir si au moment du passage à l'an 2000, donc au moment où la minute s'écoule, eh bien on revenait aux années 1900. Fait marrant, vous pouvez vous aussi sur un Windows exécuter les lignes de commande afin de voir si votre ordinateur est prêt à passer le cap du passage à l'an 2000. Eh bien, salut à toi, Arnaud. Aujourd'hui, on va faire un truc, on va voir si mon ordinateur, qui est sponsorisé par Active Windows, peut passer la barre des l'an 2000. D'après l'article de l'Express, il suffit de marquer date et ensuite de mettre l'année. Donc là, on peut voir que l'année est sur, comme à l'époque, hein, on demande deux chiffres à l'année. Donc si je mets, je sais pas, 31, 12, et que je dis que je suis en 1999, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer, Arnaud? Je sais pas, est-ce qu'on va revenir au XXe siècle? Je sais pas. Oh! Eh oui. Incroyable! C'est-à-dire que Windows a mis un fenêtrage, et on a fait des tests avec Arnaud, et en fait, leur fenêtrage est entre 80 et 99. Donc si je fais date, et que par contre, je donne une date au pif, et que je mets 55, normalement, je vais retourner en 2055. Voilà. C'est-à-dire que automatiquement, quand tu mets 99, il complète ça par 19. Il a compris que c'est une date ça correspond à 1999. Mais si tu mets 55, il croit que c'est une date du 21e siècle. Ce serait 2055 alors. Le corollaire à ça, c'est que si je reviens dans les années 90, si je mets... Bah t'as plus accès à internet déjà. Hey, bah tu peux pas. Et bah je ne peux pas parce que... Je ne peux pas. Allez. Bon, voilà. Donc le fenêtrage marche encore sur Windows 10. Voilà. Autre exemple, des CD-ROM étaient mis à disposition à l'intention des particuliers comme vous et moi, afin de vérifier si les logiciels au sein de votre PC pouvaient passer le cap de l'an 2000 sans trop de difficultés. S'il y avait des logiciels sur votre ordinateur qui ne pouvaient pas passer le cap de l'an 2000, alors un rapport a été généré afin de vous expliquer comment il fallait faire pour mettre à jour vos logiciels. C'est le cas notamment avec le CD-ROM de Microsoft, qui est nommé Microsoft Year 2000 Analyzer, qui vérifiait si tous vos logiciels Microsoft avaient la bonne version pour ne pas bugger dès lors que votre ordinateur passerait la barre des 2000. La correction du bug à l'an 2000 a entraîné une grande charge de travail pour les programmeurs de l'époque et a donc retardé d'autres projets, tout simplement par manque de main-d'œuvre. À cause du bug, la transition du franc à l'euro s'est fait en 2 temps. Un en 1999 dans laquelle on a fait la migration de tous les systèmes informatiques liés au marché financier, puis après 99, donc 2000-2001, où on s'est occupé de faire la migration des autres systèmes informatiques. Bon, on connaît le problème, on a mis sur la table de l'argent et des directives pour fixer tous les systèmes informatiques qui sont assujettis à ce problème du bug de l'an 2000. Maintenant,
Qu'est-ce qui s'est passé pendant et surtout après le Nouvel An? Nous sommes le 31 décembre 1999, un vendredi. Le monde se prépare au pire. Que va-t-il se passer? L'apocalypse? Rien. Les machines vont-elles se rebeller et tenter d'attaquer les humains? Pour éviter tout problème, les gouvernements ont mis en place des équipes durant le Nouvel An pour surveiller l'état des systèmes dans le monde et être prêts à corriger directement au besoin. Au Canada, les ministres les plus importants du cabinet du Premier ministre ont reçu l'ordre de se rassembler aux 24 promenades Sussex, l'Élysée canadien, pour surveiller l'horloge, au cas où elle explose ou je sais pas quoi, et ils ont mis même 13 000 soldats en alerte au cas où il se passe quelque chose. Pourquoi ils ont mis des soldats en alerte? C'est que la population se rebelle? Que ce soit en France ou même dans le monde, on a commencé à vérifier ce qui allait se passer à l'est du globe, car c'est cette portion du monde qui passe la nouvelle année en premier. Une crainte aussi de l'époque, c'est que les gens redoutaient que, à cause du problème de date, les centrales nucléaires et les missiles allaient faire n'importe quoi et déclencher par mégarde un problème planétaire. Des explosions partout. Bon, au final, rien ne s'est produit, et c'est un soulagement pour tout le monde, et notamment pour les entités monopolisées par ce problème. On a quand même eu quelques problèmes mineurs à la suite du passage de l'an 2000. En France, par exemple, le site de la météo fournissait une mauvaise date. En Corée du Sud, un magasin de vidéo a, accidentellement, généré des frais de retard de près de 8 millions de won, car l'ordinateur du magasin a déterminé que des locations de cassettes étaient en retard de 100 ans. Embêtant, en effet. Après, les cassettes, c'est tellement vieux que c'est pas impossible. À Hong Kong, les éthylotests de la police sont tombés en panne à minuit. Je vois pas pourquoi des alcotests, quel rapport avec l'heure. Aussi, l'université de Corée a envoyé des certificats de fin d'études qui dataient du 13 janvier 1900. Un peu chiant quand on est né dans les années 80. Au Danemark, un pays du Nord, le premier bébé né le 1er janvier a été enregistré comme ayant 100 ans. Bizarre pour un bébé. En Italie, des ordinateurs de certains tribunaux ont affiché à tort que certains détenus avaient 100 ans de peine supplémentaire, ou que la date de libération de certains prisonniers était le 10 janvier 1900. En Europe notamment, la préparation au bug de l'an 2000, plus la transition à l'euro, s'est traduite par des investissements très lourds pour les entreprises. Ces dernières ont dû par la suite amortir ces investissements, ce qui a provoqué une baisse significative de l'activité entre 2002 et 2005. Ajoutez à ça l'éclatement de la bulle internet en l'an 2000, le début des années 2000, c'était pas forcément une bonne période pour être travailleur dans l'informatique. On n'a pas abordé le sujet des réseaux internet et des systèmes Unix, car ils n'étaient pas, de manière générale, assujettis aux bugs de l'an 2000. En fait, eux, ils auront un problème similaire en 2038. Pour ça, il faut comprendre comment ces systèmes gèrent les dates. La date est calculée et stockée sous forme de secondes depuis le 1er janvier 1970. Vous allez me dire, mais pourquoi le 1er janvier 1970 ? C'est parce que les systèmes Unix ont été créés en 69. Et pour un système Unix, le 1er janvier 1970 correspond au temps zéro. Et la taille pour stocker ces secondes est limitée, et elle atteindra son maximum en l'an 2038. L'heure est stockée sur un entier codé en 32 bits, et sa limite max est de 2 milliards quelque chose. Ce dépassement conduira à un calcul erroné de ces dates, et elles reviendront aux années 1900. En vrai, c'est facile de contourner le problème. Il suffit de stocker l'heure non pas sur un entier codé en 32 bits, mais sur un entier codé en 64 bits. Ce faisant, la taille pour stocker l'heure passe de 2 milliards à 9 quelque chose, et je vais pas lire ce nombre. Les systèmes informatiques 64 bits n'ont plus ce problème, mais les systèmes 32 bits, eux, l'auront. On connaîtra un bug similaire à l'an 2000 dans 250 milliards d'années à peu près. Et pour être honnête, on sera plus là. Ou alors on sera tous réincarnés en petites punaises. C'est pas ma vanne, c'est la vanne de l'autre. Et question qui n'a rien à voir. Nous sommes dans une période où la date s'écrit avec 4 chiffres. Mais quid de l'an 10 000 ? L'être humain aura-t-il le même souci ? C'est vrai, ça, c'est une putain de bonne question. J'appelle la CIA. Pour la plupart des gens à l'époque, et même encore pour beaucoup aujourd'hui, le bug de l'an 2000 était exagéré. Je pense que c'est pas vrai. Si c'est quasiment rien passé lors du passage en 2000, c'est parce que beaucoup d'ingénieurs informatiques ont pendant des mois et des mois corrigé et remplacé tous les systèmes qui contenaient ce problème de date. C'est parce que la société a anticipé en amont le problème et qu'elle a mis les moyens pour y remédier qu'on a évité un potentiel chaos et des dégâts possiblement beaucoup plus élevés. Ce que je dis est vrai. J'ai pour preuve un témoignage random sur Reddit. J'étais l'un des innombrables milliers, voire millions de programmeurs dans le monde qui ont travaillé à la résolution du problème de l'an 2000. De l'été 1998 à l'été 1999, c'est à peu près tout ce que j'ai fait au travail. Nous devions avoir terminé avant la fin de notre exercice fiscal 1999, à la fin du mois de septembre, et le début de l'exercice fiscal 2000 en octobre.
Je ne pense pas que quiconque ait réellement paniqué à ce sujet, mais certaines personnes étaient préoccupées, et cela a fait l'objet d'une couverture médiatique importante. Certaines étaient assez sensationnelles. Par exemple, les voitures allaient cesser de fonctionner et les avions allaient tomber du ciel parce que les ordinateurs embarqués ne pouvaient pas gérer le passage à l'an 2000. Ce qui était bien sûr absurde. Certaines choses auraient pu poser un réel problème cependant. Les logiciels bancaires et financiers, les ordinateurs qui contrôlaient les services publics, etc. Dans un certain sens, cependant, toute cette couverture a eu un effet inverse. Quelques années plus tard, mon père a dit quelque chose à propos du canular de l'an 2000, et j'ai dit « Papa, ce n'était pas un canular. J'ai passé 1 an à réparer ça chez mon employeur de l'époque. La raison pour laquelle rien ne s'est passé à minuit le 1er janvier 2000, c'est à cause d'innombrables personnes comme moi qui ont travaillé pour y remédier. » Bon, que pouvons-nous conclure de tout ça? Le bug de l'an 2000 a montré une fragilité de l'époque pour concevoir des systèmes, que ce soit de manière technique que fonctionnelle, afin qu'ils puissent perdurer dans le temps. Durant tout le XXe siècle, des systèmes informatiques ont été créés sans que leurs concepteurs se demandent si ces derniers allaient passer la barre des années 2000. Les erreurs du XXe siècle s'expliquent en partie par l'émergence de l'informatique et de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est enfoncer des portes ouvertes, mais ce sont des erreurs de ce type qui nous ont fait comprendre qu'il fallait concevoir des systèmes techniquement et fonctionnellement afin de pouvoir les faire perdurer dans le temps.